Notre deuxième table ronde, c'est accessibilité et formation professionnelle. D'abord, mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous. Et puis, je vais confier tout de suite la parole à monsieur Essartier, qui est le directeur général de l'AGEFIP. On a déjà commencé à parler de l'AGEFIP tout à l'heure. Vous êtes un de nos habitués, monsieur Essartier. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais commencer par remercier ceux qui m'ont aidé à préparer cette présentation, et notamment Sandrine Vorillon et François Martinez de l'AGEFIP qui travaillent sur ces questions régulièrement et bien d'autres. Alors, je voudrais faire mon intervention en deux temps. D'abord, reposer finalement le cadre. Peut-être quelques transparents qui vont défiler un peu vite peut-être, mais vous les aurez. Et vous les aurez aussi dans ce qu'on a fait un petit exercice pédagogique qui consiste à les traduire en facile à lire et à comprendre pour que finalement vous puissiez aussi voir ce que ça veut dire quand on essaye de les mettre dans un langage vraiment accessible à tous du coup, qu'est-ce que ça suppose comme effort. Alors nous avons aussi essayé de faire en sorte qu'elle soit facilement lisible, mais peut-être qu'il y aura encore quelques efforts à faire. Donc en deux temps, pour commencer, peut-être passer alors, je crois qu'on a normalement une petite zappette, ça doit être ça. Si j'ai bien compris, pour avancer, c'est le vert, voilà. Pour reculer, c'est le rouge. Voilà. C'est comme dans la 7e compagnie. Voilà. Il y a le fil rouge et il y a le fil vert. Je devrais y arriver avec ça. Donc déjà parler de quoi parle-t-on quand on parle d'accessibilité en matière de formation ? La première chose, c'est la loi de 2005 qui nous repose un cadre, qui introduit la notion de compensation à tout moment de la vie, je vais l'indiquer, notamment dans le cadre de l'insertion professionnelle ou dans le cadre du travail, et qui évoque aussi que le handicap s'apprécie par rapport à une situation. C'est une chose importante quand on parle finalement d'accessibilité ou pour aller plus loin d'inclusion. Alors sur ce transparent, je vais aller très vite. Tout ce qui est finalement important à savoir, c'est que le deuxième cadre important à savoir, c'est que finalement, on parlait tout à l'heure d'accessibilité physique, mais tous les organismes de formation professionnelle ont l'obligation d'adapter leur formation pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. C'est une obligation qui incombe à tous les organismes de formation aujourd'hui dans le cadre de la loi et de la réglementation actuelle. Je vais rappeler ce point-là, c'est quand même un point très important. Et c'est une obligation finalement complémentaire à la seule obligation d'accessibilité, ce sont aussi des établissements recueillant du public, bien évidemment, mais ça va plus loin. Alors, l'obligation, elle s'adresse à toutes les formations individuelles et collectives. Elle concerne finalement l'adaptation des supports et des méthodes pédagogiques, et elle concerne d'autres aspects comme la validation de la formation, c'est important, les aménagements et modalités générales d'évaluation, et je dirais aussi, elle concerne aussi l'accès à la formation elle-même, les concours, les modalités de sélection qui peuvent être mis en place et qui peuvent aussi être les premières barrières finalement à cette accessibilité. Alors, quelques exemples concrets que peut-être prendre un peu le temps sur ce transparent, c'est remettre des exemplaires en amont, prévoir un interprète en langue des signes, adapter le rythme de la formation, notamment par exemple concentrer les formations sur le matin et laisser l'après-midi libre, ce qui peut supposer de réaliser la formation sur des temps plus longs. Voilà le genre de choses qui peut être adapté, et bien d'autres encore. Alors, la troisième dimension, c'est le décret récent, quand je dis récent, parce que son application finalement est opérationnelle que depuis le début de cette année, c'est le décret qualité de la formation, et qui, puisqu'il incombe à tous les financeurs aujourd'hui de s'assurer de la qualité de la formation et de pouvoir référencer les organismes de formation qui ont cette qualité. Avec deux critères, il y a 6 critères, mais j'en évoque 2 ici. Celui de l'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé, ce qui est important, et son adaptation au public formé. Et les adaptations, on évoquait tout à l'heure des dispositifs d'accueil, du suivi pédagogique et d'évaluation publique. Ça rejoint les obligations qu'on a évoquées précédemment, qui incombent aux organismes de formation. Alors aujourd'hui,
comme je disais, c'est en application et tous les organismes de droit commun doivent contrôler, tous les organismes de droit commun financeurs doivent contrôler ces critères qualité et de référencer les organismes, comme j'évoquais. Depuis le début de l'année, pour les OPCA, Datadoc est en fonctionnement. Nous avons notre propre liste d'organismes référencés pour la GFIP, puisque nous sommes financeurs de formation. Et ça amène, et c'est peut-être ce qui est le plus important, tous les financeurs à se poser la même question autour de l'accueil et du bon déroulement des formations pour les personnes en situation de handicap, et au-delà de s'interroger même sur ce qu'est une formation accessible. Alors un certain nombre de critères ont été définis par le COPANEF au niveau national, et disons c'est une première version qui en appelle d'autres, puisque ces notions d'accessibilité ne sont pas suffisantes aujourd'hui telles qu'elles ont été posées par le COPANEF. Et on a nous-mêmes du coup développé nos propres indicateurs, et on espère bien que dans une version ultérieure de discussion entre financeurs, discussion entre partenaires sociaux, il puisse y avoir une amélioration encore de ces indicateurs qualité autour de cette problématique de l'accessibilité. Alors, justement, peut-être pour résumer un peu, et une chose importante, c'est dire que l'accessibilité, puisqu'on parle d'accessibilité, c'est à mi-chemin entre la compensation et l'inclusion. Finalement, la compensation, c'est quand on essaye de traiter la situation d'une personne par rapport à un projet de formation identifié. Et là, ça suppose, et ce n'est pas une mince affaire, c'est d'avoir déjà identifié la personne et de connaître ses difficultés du moment pour pouvoir y faire face. Déjà, si on se limite à ça, il y a des risques déjà de louper pas mal de monde. Il y a celui de l'accessibilité, d'être en amont finalement, d'avoir des actions en amont de l'action pour finalement se dire ma formation est accessible à un certain nombre et va permettre finalement, je mets en place les outils de compensation pour faire en sorte que finalement en amont de la formation, pour faire en sorte que les personnes puissent y accéder sans difficulté. C'est un deuxième niveau d'accessibilité d'une certaine manière. Et la troisième, c'est celle que l'on doit tendre par rapport d'ailleurs, quand on regarde aux obligations d'accessibilité, c'est celle de l'inclusion et qui doit finalement de supprimer pour tous ce qui rend finalement non accessible les formations pour tous, et c'est des bénéfices pour tous. Puisque finalement ça revient à faire les modifications dans la pédagogie, dans les modes d'évaluation, qui vont être les mêmes pour tout le monde, et on revient à l'égalité des chances pour tous. C'est vraiment l'objectif qu'on peut avoir quand on parle d'accessibilité des formations. Alors, c'est un peu la même chose, donc je vais passer sur la suite, sur le fait que voilà, soit on a un niveau micro, soit on va jusqu'à l'inclusion et on revient à un niveau macro des politiques publiques en soi sur le sujet. Je passe. Alors, notre objectif à la GFIP, c'est de sécuriser les parcours, et évidemment, le levier de la formation est indispensable. Il faut réussir à augmenter le niveau de qualification des personnes handicapées. Je ne reviendrai pas dessus, c'est des chiffres connus que j'ai pu évoquer d'ailleurs l'an dernier. Donc je ne m'appesantis pas sur ce sujet. Et avec notre objectif, on a fixé un nouveau cap, c'est justement de permettre pour les personnes handicapées dans des parcours de formation ou de handicap de pouvoir réaffirmer leur accès prioritaire aux formations de droit commun. Ce qui est important est donc de nous situer sur le levier de la compensation et finalement de la mise en accessibilité des formations. Donc on cherche d'ailleurs aujourd'hui à nous repositionner au croisement des compétences de l'ingénierie pédagogique, des techniques de compensation et de l'innovation je peux peut-être revenir dans un deuxième temps parce que je vois que le temps court, pour développer justement des nouvelles actions. Je vais faire court, je ne vais pas revenir sur nos différents axes que sont le développement de l'alternance, que c'est justement réaffirmer le rôle du droit commun et de soutenir aussi davantage les actions en amont de la qualification, puisque comme je l'évoquais, il y a aussi cette barrière si les personnes n'ont pas les niveaux suffisants pour atteindre les formations qualifiantes dont on parle tous. Alors, la démarche que nous cherchons à mettre en place, c'était ressources formation handicap, avec les territoires, sur les territoires, avec les partenaires des territoires, dans une démarche de co-construction, justement pour pouvoir finalement, concrètement,
aider les personnes handicapées qui ont un projet avec les professionnels chargés de l'accompagner dans leur parcours, les organismes de formation, les spécialistes de handicap, et finalement adapter le parcours de formation individuel. On est finalement dans le premier niveau de compensation parce qu'on est à ce niveau-là aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on est au niveau de l'accessibilité des formations, donc on agit immédiatement sur les besoins de chacun, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec l'ensemble des partenaires sur les territoires. Et ça s'accompagne évidemment de formation des formateurs, de formation, d'augmenter les niveaux de formation dont les régions ont notamment la responsabilité, mais qui ne sont pas toujours en place aujourd'hui. Juste pour illustrer sur cette page un élément important, c'est l'innovation. Nous avons un partenariat avec Sciences Po notamment qui a une réflexion très poussée et une expérimentation très poussée sur comment rendre accessibles ces formations. Ils ont près de 200 personnes en situation de handicap en formation, et ils travaillent avec. Et avec des professionnels de la pédagogie, bien évidemment, mais aussi des professionnels, puisqu'on est là sur les handicaps psychiques, on est sur les handicaps cognitifs, pour rendre accessible pour ces personnes-là les formations de Sciences Po, et de pouvoir après diffuser ces réflexions, ces travaux. Il y a maintenant aujourd'hui un guide, je ne vais pas aller tellement plus loin, il y a aujourd'hui un guide qui est diffusé maintenant. On a fait un tour de France, on est en train de faire un tour de France vers les organismes de formation pour savoir prendre en compte ces types de handicaps de manière simple, et c'est souvent des choses assez simples à faire. Merci beaucoup. On va un tout petit peu bouleverser l'ordre de notre table ronde parce que notre camarade Michel Boga, que tout le monde connaît, qui est secrétaire confédéral chargé de l'emploi, de la formation professionnelle, vient d'arriver. Il vit une journée de fou parce qu'il m'a aussi glissé à l'oreille qu'à 11h30, il nous quittait encore pour aller faire une interview. Donc, on va te laisser sous tension, Michel, et je vais te confier, si tu le veux bien, tout de suite la parole pour que tu nous fasses part de ce qui concerne dans les négociations qui ont redémarré sur la formation professionnelle. Eh ben, qu'en est-il du handicap ? Michel, tu as la parole. Ah, c'est une bonne question. Oui. Eh bien, écoutez, on le sait tous, notre organisation souhaite effectivement que le handicap n'en soit plus un, c'est-à-dire que notre société soit complètement inclusive pour toute forme de handicap, d'ailleurs, que ce soit le handicap physique ou ce qu'on appelle le handicap invisible. Donc c'est une préoccupation que nous avons toujours en tête. Comme vous le savez, différentes concertations, négociations sont en cours en ce moment. Une concertation sur l'apprentissage, une négociation sur la formation professionnelle, puis viendra dans quelques jours une négociation sur l'assurance chômage. Dans le cadre de l'apprentissage, nous avons porté, et cela grâce en partie au travail que nous pouvons effectuer avec Anne, qui a eu la gentillesse que je puisse l'accompagner, rencontrer la secrétaire d'État au handicap, et nous avons pu discuter justement des parcours d'apprentissage et du parcours de formation professionnelle avec elle, ce qui nous permet par exemple d'avoir été les seuls, et je le dis parce que nous avons été les seuls, la seule organisation où dans la séance plénière d'ouverture de la concertation de l'apprentissage, avoir porté en fait une attention particulière sur l'apprentissage et le parcours de l'apprentissage des jeunes en situation de handicap. Cette préoccupation, elle nous suit donc depuis fort longtemps, et l'apprentissage, c'est un peu particulier. Pour nous, ça doit être un parcours. C'est-à-dire que l'école doit bien évidemment intégrer tous les jeunes, quels qu'ils soient, et ensuite, au collège, intégrer tous les jeunes tels qu'ils soient, et ensuite, ceux-ci doivent pouvoir avoir le choix dans leur orientation de faire un choix d'un métier manuel s'ils le peuvent et s'ils le désirent. Et là, on se trouve confronté, bien évidemment, au problème d'orientation. Alors, ce n'est pas très directement de notre responsabilité, à nous, les interlocuteurs sociaux, c'est bien de la responsabilité de l'État, à ce moment-là, de mettre en place les cursus qu'il faut. Mais ensuite, les jeunes doivent pouvoir intégrer les CFA. Alors, il y a déjà tout un tas de dispositions légales qui permettent au CFA de produire l'accessibilité. Après, tout reste à savoir ce qu'on dit
derrière l'accessibilité. Si c'est que l'accessibilité aux locaux, soit il y a des normes, mais pour nous, ça doit être l'accessibilité à la formation en tant que telle. C'est-à-dire que tous les jeunes doivent pouvoir intégrer un CFA à un moment ou un autre s'ils le désirent, comme ils peuvent poursuivre sur la voie générale. Nous en sommes qu'au début des concertations, donc je ne peux pas vous dire à aujourd'hui ce qui peut en être, ce qui pourra en être demain, mais je sais que grâce à notre action, grâce à l'action de la Confédération, la ministre du Travail a été bien sûr attentive. Et puis, je dois le reconnaître aussi, grâce au travail qui est effectué par la présidente de la GFIP aux côtés de Force ouvrière, bien évidemment. On ne va pas tirer les couvertures qu'à soi non plus. Donc il y a un gros travail d'effectuer. Nous pensons que l'inscription dans un parcours, et ça c'est ce que nous souhaitons, quel que soit d'ailleurs les jeunes, l'apprentissage doit être un parcours. On doit pouvoir commencer son apprentissage soit en lycée professionnel, soit en CFA, et on doit pouvoir le poursuivre jusqu'à un niveau supérieur. Si le jeune commence en CAP, il doit pouvoir avoir accès au bac pro. S'il fait un bac pro, il doit pouvoir avoir accès au BTS. S'il fait un BTS, il peut faire la licence pro et ensuite, puisque les dispositifs le permettent aujourd'hui, pouvoir aller jusqu'à un master. Ça veut dire que nous plaidons pour que l'apprentissage soit... Alors, c'est un peu galvaudé, une voie d'excellence, parce qu'on l'emploie beaucoup, mais ça doit être une voie d'excellence pour tous les jeunes, pour arriver à une insertion dans l'emploi qui est la meilleure qui soit, puisque l'insertion se fait pratiquement, globalement, à 80%. C'est-à-dire que les jeunes trouvent du travail. Ensuite, nous avons, une fois que les jeunes sont en emploi, qu'ils deviennent des adultes, eh bien, il faut qu'ils puissent continuer à se former dans le cadre de la formation professionnelle. Et là aussi, notre préoccupation, c'est que le droit commun s'applique à tous. C'est-à-dire que tous doivent pouvoir accéder à la formation professionnelle. Alors, il faut bien évidemment adapter les locaux, mais il faut aussi que les entreprises soient conscientes que elles doivent faire un effort particulier, parce qu'effectivement, on serait dans le meilleur des mondes, ça a été dit, la société serait inclusive pour tous et tout irait bien. Sauf que ce n'est pas le cas. Il faut donc encore et toujours répéter qu'on doit faire des efforts particuliers et les entreprises doivent faire ces efforts particuliers, et notamment pour envoyer les travailleurs souffrant d'un handicap, quel qu'il soit, en formation professionnelle. Parce qu'il n'y a pas de raison que ceci, et je vous rappelle que quand même pour Force ouvrière, que la formation professionnelle, ce n'est pas la formation forcément pour l'adaptation au poste et pour son employabilité, c'est, je le rappelle souvent, la formation professionnelle, c'est l'obtention d'au moins un niveau de qualification supérieur pour pouvoir progresser dans sa carrière. C'est ça la formation professionnelle. C'est pas de l'adaptation au poste, c'est pas de l'employabilité comme certains des organisations patronales le souhaiteraient. C'est-à-dire qu'on doit aller vers une qualification ou un droit à la reconversion. Et ça me permet de vous parler un peu de notre vision de l'accompagnement, puisque pour tous les salariés, nous disons que la formation professionnelle, on pourra la développer que s'il y a un vrai accompagnement. Il y a quelque chose que nous sommes signataires de l'accord de 2013, et donc de la loi qui s'ensuit de 2014, et nous avons créé le Conseil en évolution professionnelle. Ce Conseil en évolution professionnelle, il n'est à aujourd'hui pas financé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se développer comme il faut. Et nous plaidons pour que ce conseil en évolution professionnelle, pour le jeune qui choisit l'apprentissage, il lui soit accessible dès 16 ans, dès qu'il rentre en apprentissage, et qu'il puisse le suivre jusqu'au bout de sa carrière. Et c'est la même chose pour l'ensemble des salariés. C'est-à-dire qu'un salarié, quel qu'il soit, ne peut pas choisir. Il peut choisir seul
sa formation, mais il a besoin d'un accompagnement pour qu'on lui dise que cette formation va le mener effectivement vers un emploi de qualité qui pourra devenir périn et qu'à un moment ou un autre, on ne l'envoie pas dans le mur. Sans accompagnement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire toutes les formations que vous souhaitez. À un moment donné, ces formations doivent vous permettre d'arriver, de vivre dignement de votre travail. Et ça, c'est un impératif pour notre organisation. Donc vous voyez, il y a un vaste chantier qui s'ouvre aujourd'hui. Alors, sur cet accompagnement, pour aujourd'hui, il y a 5 acteurs, dont la GFIP du CEP. Nous souhaitons, aujourd'hui, je ne fais pas d'ombre à la GFIP, mais nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait un opérateur national du CEP financé. Cet opérateur pourrait être, puisqu'on parle par ailleurs de la disparition du congé individuel de formation, en tout cas en tant que tel qu'il existe aujourd'hui, et qu'il y aura une problématique plus tard, notamment pour les fonds GESIF et les OPACIF, eh bien, comme les fonds GESIF ont une très grande qualité dans l'accompagnement, c'est leur métier, nous souhaitons qu'ils soient chefs de file de cet accompagnement et qu'ils passent des conventions avec la GFIP, avec les OPCA, avec l'AFPA, pourquoi pas, pour que chacun puisse travailler en bonne entente. Voilà, rapidement. Je suis désolé de faire rapide, je m'en excuse auprès de tous les camarades qui sont présents. Merci Michel, mais je crois que ça a été très clair ton propos. D'abord, Force ouvrière porte la question du handicap très fortement, tu nous l'as dit, on était même les seuls. Dommage qu'on ne soit que les seuls, mais enfin, nous on a fait notre part du boulot. L'accessibilité à la formation via l'apprentissage qui est une voie d'excellence, et puis l'accompagnement qui est une dimension essentielle que tu nous as rappelé. Michel, merci d'avoir fait ce passage météorique, mais voilà, il y a des journées de fous, il en vit une aujourd'hui. Merci d'être passé. Je vais donner la parole à Monsieur Desjardins, mais on n'a pas remercié comme s'il le fallait. En tout cas, moi-même, je ne l'ai pas fait, M. Essartier, qui nous a évoqué le code du travail, et puis d'avoir évoqué trois éléments importants, la compensation, l'accessibilité et l'inclusion. Et puis, un élément essentiel qui a d'ailleurs été un petit peu rappelé dans le propos de Michel Bogas, c'est la co-construction. Je crois que ça, c'est un élément essentiel. Vous évoquiez l'accompagnement, vous avez évoqué la co-construction. Je crois que c'est des choses qui sont essentielles. Monsieur Desjardins, vous êtes sur l'équivalent, pardon d'utiliser ce terme-là, pour la fonction publique de la GFIP. Quelle est la vision vue du côté fonction publique ? Merci beaucoup. D'abord, je suis très heureux d'être ici pour la deuxième année consécutive. Et je remercie Anne Balthazar de m'avoir invité. Et donc, je vais aborder la question de la formation pour le FIP sur 3 aspects. D'abord, vous donner quelques éléments pour rappeler ce qu'est le fonds, qui est moins connu, bien évidemment, que la GFIP et ses caractéristiques. Ensuite, pour vous donner quelques éléments d'action du FIP sur la formation. Et enfin, pour terminer, sur quelques sujets d'actualité ou questions que nous posons. D'abord, effectivement, je dirais que la formation, nous la voyons comme un truchement vers l'emploi, comme une voie vers l'emploi, que ce soit, comme l'a dit Didier tout à l'heure, que ce soit pour les étudiants qui, effectivement, doivent pouvoir faire des études supérieures pour pouvoir accéder à un emploi, que ce soit, effectivement, tout au long de la carrière. Alors le FIP, donc, il a le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il a comme mission l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les 3 versants de la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, avec aujourd'hui à peu près 230 000 personnes qui travaillent, qui sont en situation de handicap et qui travaillent dans ces 3 catégories d'administration. Alors le FIP a comme caractéristique d'intervenir soit par une plateforme des aides pour des aides individuelles, soit par des conventions. Nous avons à peu près 400 conventions avec des employeurs, que ce soit des services de l'État, des mairies, des départements, des hôpitaux. Et ces conventions, elles sont toujours passées devant les organisations représentatives du personnel avant d'être présentées dans les comités locaux et d'être adoptées. Donc on a effectivement, on attache beaucoup d'importance
au travail commun avec les organisations syndicales pour aboutir à des conventions qui auront un plein effet. Nous avons comme caractéristique aussi de suivre la personne tout au long de sa carrière. Ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, un peu un des éléments fondateurs de la fonction publique. Hein, c'est la carrière dans la fonction publique. Et donc, nous nous intéressons non seulement au recrutement, non seulement au maintien dans l'emploi, mais aussi à la carrière sans discrimination. On a parlé tout à l'heure des discriminations qu'on pouvait subir dans une carrière de fonctionnaire et effectivement des recours qui étaient possibles. Il faut s'attacher effectivement que la carrière puisse être réalisée sans discrimination. Et puis nous avons comme caractéristique aussi, et enfin, de travailler avec beaucoup de partenaires. Alors d'abord avec l'AGFIP, qui est notre grand partenaire et avec lequel nous menons beaucoup d'actions, avec les Cap Emploi, KEOPS, dont on va parler tout à l'heure, et puis aussi dans le domaine hospitalier avec la NFH, dans le domaine des collectivités locales avec le CNFPT. Donc voilà un peu, le mode d'action du FIP. Alors j'en viens à nos actions de formation pour les personnes en situation de handicap. La première chose que j'avais marquée, et ça rebondit sur les propos précédents, c'est l'apprentissage. L'apprentissage nous paraît effectivement une voie d'accès privilégiée parce qu'elle permet aux jeunes et aux moins jeunes, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge pour rentrer dans l'apprentissage quand on est en situation de handicap, elle permet de montrer ses compétences et donc de dépasser la barrière de la représentation que les personnes peuvent avoir. Et donc nous encourageons à fond l'apprentissage en finançant 80% du salaire chargé de l'apprenti et plus effectivement l'adaptation du poste de travail et les autres et la formation. Ensuite, il y a tout le volet de l'adaptation des formations, c'est-à-dire se dire une personne en situation de handicap qui va suivre une formation, quel que soit d'ailleurs le point où elle en est, qu'elle soit demandeur d'emploi, qu'elle soit dans une administration, il faut que la formation puisse être adaptée. Et il faut bien le dire, il y a des surcoûts pour cette formation adaptée. Il peut y avoir des questions de transport, des questions d'accessibilité des salles, des questions comme ça a été dit par Didier tout à l'heure aussi, du matériau de formation. Eh bien, effectivement, nous finançons cette adaptation de la formation pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la formation des personnes elles-mêmes pour qu'elles puissent utiliser les dispositifs. Et Thierry Langlois en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a tout ce qui concerne l'accessibilité numérique. Et donc, le fait pour une personne en situation de handicap de prendre en main les outils qui vont lui permettre de dialoguer quand elle est malvoyante avec l'informatique, ce genre de formation, nous aussi, nous le prenons en charge. Ensuite, il y a tout le volet des formations de reconversion, puisque, effectivement, il y a un certain nombre de cas dans lesquels il est nécessaire de faire un bilan de compétences, ça a été évoqué, où finalement on aboutit à la nécessité d'une reconversion. Et la reconversion est donc l'élément fondamental du maintien dans l'emploi pour éviter l'inaptitude totale. Et donc nous prenons en charge effectivement différents aspects de cette formation de reconversion, que ce soit la rémunération, que ce soit la formation elle-même. Et puis, donc, on pourrait effectivement, dans chacun des cas, rentrer plus dans le détail, mais je pense que ce n'est pas le lieu de le faire. Je voulais terminer sur les aspects de notre catalogue de formation, sur la formation au numérique, puisque c'est un enjeu de plus en plus important. Vous savez qu'on est dans une période où on a un peu tendance à régresser sur l'accessibilité numérique. Le défenseur des droits a d'ailleurs fait une recommandation au pouvoir public sur ce sujet. On a des nouveaux logiciels libres qui sont plus accessibles alors qu'avant ils l'étaient. Et donc on a des personnes qui accédaient, je dirais, facilement à leur logiciel métier, intranet, et puis le lendemain, ça ne marche plus. Et donc ils ne peuvent plus exercer leur travail. Et donc c'est fondamental de pouvoir effectivement rendre les sites accessibles. Et donc nous travaillons non seulement sur l'adaptation des sites, mais aussi sur la formation des personnes et la formation diplômante des webmasters, des personnes qui gèrent les systèmes d'information.
Alors enfin, je termine sur trois questions, trois sujets un peu difficiles que nous avons. Le premier, c'est la frontière entre le droit commun et ce qui est spécifique aux personnes handicapées. Le problème, c'est qu'il y a eu une dérive au cours des dernières années, et on a demandé au FIP, et si je puis me permettre, je crois aussi à la GFIP, de financer les formations de droit commun pour les personnes en situation de handicap à la place des systèmes de formation normaux. Et donc c'est autant de ressources qui nous sont finalement prises, alors qu'on devrait consacrer ces ressources aux spécificités des personnes en situation de handicap, et notamment à l'adaptation de la formation. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui concerne la fonction publique exclusivement, c'est le problème de la formation pendant l'arrêt maladie, puisqu'il y a eu beaucoup de débats. Il y a une ordonnance du 19 janvier 2017 qui n'a pas encore de décret d'application. Et voilà, nous avons le souhait, nous avons beaucoup de demandes pour qu'il y ait des formations pendant l'arrêt maladie. En même temps, il y a, je sais, des réticences syndicales par rapport à ça. Voilà, donc que faire sur ce sujet et quels seront les décrets d'application? Et puis le dernier élément, c'est un élément d'ouverture, c'est le plan Pisani-Ferry. Vous savez, le grand plan sur la formation, 15 milliards d'euros qui vont être mis en place. Je pense qu'il y a des opportunités pour les personnes en situation de handicap et il ne faut pas qu'on rate le coche. Et donc nous sommes en liaison tous avec la DGEFP et les services du Premier ministre pour que ce dispositif puisse intégrer les personnes en situation de handicap. Voilà le tableau que je voulais dresser à ce stade. Merci, Monsieur Desjardins. Vous avez effectivement repris l'apprentissage, et lorsque mon camarade Michel disait que c'était une voie d'excellence, vous avez enchéri sur cela en disant effectivement il y avait un fort financement. Adapter la formation, à l'utilisation des dispositifs et sur la reconversion, c'est des éléments extrêmement importants. Vous m'avez beaucoup inquiété sur ce qui concernait l'adaptation du numérique. On en reparlera cet après-midi, parce que si à un moment donné c'était possible et que ça ne l'est plus, c'est quand même un petit peu gênant. Et puis, un point peut-être polémique, mais peut-être des questions reviendra. J'ai déjà une question qui est revenue sur quelque chose de similaire, sur la formation pendant l'arrêt maladie. Effectivement, il y a des questions qui se posent. On va se tourner maintenant vers Madame Dartois, qui est la directrice générale de l'AFPA. Alors, on vient de nous dire qu'il y avait des financements, des adaptations, et donc là, c'est le côté idéal. Et puis ce matin, on avait quand même des témoignages qui nous disaient qu'en termes de formation, ça avait été, en tout cas, c'était une expérience, un zéro accompagnement. Alors entre les deux, je pense que vous allez sûrement nous dire comment fonctionne l'AFPA. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup. Oui, déjà, juste faire un petit point sur le nouveau statut de l'AFPA, qui est devenu établissement public au 1er janvier 2017 et qui, du coup, a des nouvelles missions nationales de service public, 3 qui sont importantes dans l'échange que nous avons aujourd'hui. C'est le maillage territorial, c'est-à-dire de permettre l'accès à toute personne sur le territoire, quel que soit ce territoire. Donc l'AFPA est chargée de pouvoir permettre l'accessibilité à des formations n'importe où sur le territoire français. Le deuxième, c'est nous avons une mission nationale de service public sur l'appui au conseil en évolution professionnelle. J'y reviendrai parce que c'est évidemment un des éléments les plus importants, à mon avis, à construire pour l'avenir. Et puis le troisième, c'est que nous avons des missions nationales de service public envers les personnes les plus éloignées de l'emploi ou les moins qualifiées. Et donc une priorité à donner effectivement à ce type de public. Nous sommes en construction d'un nouveau projet stratégique et je voudrais vous faire partager les réflexions en prospective de la réforme qui s'annonce, et puis aussi effectivement de peut-être la meilleure utilisation d'un plan investissement compétences potentiel. Je crois que ce que nous a amené la réforme de 2014 sur la réforme de la formation, c'est un élément extrêmement riche et important, c'est le conseil en évolution professionnelle, parce que depuis, nous pensons tous à la formation comme un élément essentiel du retour à l'emploi, mais surtout, on n'imagine plus la formation sans accompagnement. Et ça veut dire qu'on commence à réfléchir à cette notion de parcours, et un petit décret est passé en mars 2017 qui s'appelle le forfait parcours et qui permet de ne plus financer la formation avec la mesure étalon de l'heure stagiaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'heure stagiaire de formation, quand on a besoin d'être accompagné au long cours, de façon itérative, avec potentiellement le droit à l'erreur,
quand on ne forme que des heures de présence. Donc il y a une vraie réflexion à se dire finalement, un parcours, c'est quoi? C'est de la formation, mais pas seulement. C'est de l'accompagnement potentiellement psychologique, c'est de l'orientation, c'est des bilans, c'est de l'immersion d'entreprise, c'est le droit à l'erreur, c'est plein de choses. Et donc ce que ce décret permet, qui vient de la même loi, mais qui est arrivé un peu tard, c'est de travailler sur, non pas du temps de formation, mais sur l'atteinte d'un objectif. Et là, je crois que si on se dit notre objectif, c'est la qualification, notre objectif, c'est le retour à l'emploi, on peut peut-être penser financer la formation autrement. Et je pense que c'est vraiment une vraie réflexion qu'on doit avoir tous ensemble. Le deuxième point, c'est que pour moi, l'accessibilité, notamment des personnes handicapées, c'est aussi simplifier le système complexe dans lequel on évolue. Effectivement, on parle tous de silos, de cloisonnement, de segmentation. Et comment faire pour que, effectivement, tous les acteurs se coordonnent et co-construisent des solutions qui permettent à la personne, finalement, que ce soit pas forcément simple, mais que le parcours, finalement, se déroule avec le moins de lacunes possible, le moins d'accros possible. Et donc, dans ce que nous réfléchissons aujourd'hui au niveau de l'AFPA, c'est qu'entre le maillage, entre le fait que nous sommes financés aujourd'hui par multiples financeurs différents, et puis nous disons que, et notamment je suis très heureuse d'avoir rencontré l'association J'accède, on voit bien que la formation aujourd'hui, si on y inclut l'accompagnement, ça nécessite des compétences de formateurs, d'apprentissage, mais ça nécessite aussi finalement de la compétence de plein de talents, qu'ils soient privés ou publics, sur l'accompagnement du parcours de vie. Parce que finalement, la formation, c'est aussi le parcours de vie. C'est comment je construis mon parcours et comment j'accède à l'emploi. Et finalement, dans ce parcours de formation, et nous, on le voit très très souvent à l'AFPA, c'est j'ai un problème de mobilité, j'ai un problème d'accès au logement, j'ai un problème d'accompagnement en suivi de ma formation. J'ai finalement, une fois que j'ai fait ma formation, comment je repars à l'emploi. Et on se dit que l'AFPA pourrait devenir un village de co-construction de partenaires qui sans du tout recréer les solutions qui existent. C'est de dire finalement le maillage avec 165 sites en France peut permettre aussi d'être en valorisation réciproque des offres de services des autres partenaires. Un centre AFPA, c'est à peu près entre 400 et 600 stagiaires quotidiennement présents. Et on se dit que si ces 400 ou 600 personnes présentes au quotidien avaient résolu toutes leurs problématiques d'accessibilité ou de retour à l'emploi parce qu'elles sont en formation, on serait très très heureux, mais ce n'est jamais le cas. C'est-à-dire qu'elles ont, évidemment, elles sont en formation, elles sont sécurisées, mais sur la progression et l'accès à la qualification, mais pas forcément sur l'ensemble du parcours de vie. Donc on a l'intention de travailler beaucoup plus en coordination, de travailler beaucoup plus, monsieur Essartier le disait, sur l'amont à la qualification. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les personnes qui viennent nous voir n'ont même plus les compétences suffisantes pour rentrer en qualification. Donc il y a vraiment un travail à faire en amont pour sécuriser l'investissement des financeurs sur l'accès à la qualification. Et on espère pouvoir, avec ce travail aussi sur l'évolution des métiers, amener aussi l'entreprise au cœur des centres AFPA. Aujourd'hui, l'entreprise est présente notamment sur la certification pour valider les parcours des personnes. On souhaite ramener l'entreprise beaucoup plus en amont de la qualification, pouvoir aussi accompagner des parcours. Le dernier point que je voulais aborder, c'est évidemment la grande transformation du métier de la formation et des modalités d'apprentissage. Apprendre aujourd'hui, c'est pas que apprendre dans une salle. Tout le monde le sait. C'est apprendre à apprendre, c'est apprendre avec les autres. Les formateurs ne sont plus aujourd'hui des formateurs en présentiel et en face-à-face pédagogique continuellement. Donc les nouveaux outils numériques, tous les outils à distance, comment on peut justement penser handicap et penser à l'accessibilité du handicap via ces nouvelles modalités d'apprentissage, c'est une vraie réflexion que nous avons et que nous partageons dans une autre mission que nous avons, qui est de mettre en place des formations d'incubation des nouveaux métiers. Donc chaque projet d'incubation, je vais vous donner un exemple, alors qui n'est pas forcément
associé au handicap physique, mais qui peut être associé à d'autres handicaps, nous mettons en place une nouvelle certification sur la maintenance des éoliens, des éoliennes. Donc c'est une certification qui n'existe pas et nous travaillons avec les entreprises, c'est-à-dire de quelles compétences avons-nous besoin pour mettre en place le titre. Et dans chaque incubation, dans chaque projet, donc on va faire une vraie formation avec des entreprises, des vrais stagiaires, mais dans une expérimentation. Et à chaque fois, dans nos projets d'incubation, nous allons y inclure un volet handicap pour savoir comment on peut permettre l'accessibilité de ces nouvelles formations à venir, évidemment, dans nos ingénieries. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Madame Dartois. Vous avez rappelé les missions de service public de l'AFPA. Vous savez à combien, à Force Ouvrière, on est attaché aux missions de service public et au service public dans son ensemble. Vous avez insisté sur les notions de parcours, d'appui en conseil professionnel. Bien sûr, l'idée de simplifier, on est tous d'accord, mais en même temps, il faut co-construire. Donc, il faut aussi prendre du temps, savoir perdre du temps pour en gagner, pour être efficace derrière, parce que c'est comme ça que ça se passe, co-construire. Et puis, vous avez terminé sur un point extrêmement intéressant, c'est, si j'ai bien compris, la construction de nouvelles formations, donc pour les métiers qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Vous construisez des nouvelles formations. C'est vrai que pour plâtrier, ça, vous savez le faire depuis longtemps, mais il y a des nouveaux métiers et que d'ores et déjà, vous incluez le volet handicap. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'il faut s'y prendre. C'était une information extrêmement intéressante. On va donner la parole maintenant à Monsieur Gilles Lenis. Merci de remplacer au pied levé Monsieur Benazet qui est souffrant. Enfin, vous êtes délégué général de Kéops, donc je pense que vous connaissez bien aussi le dossier. Je crois que ça s'allume tout seul et que il suffit juste de parler dedans et que là-bas, nos techniciens vont le mettre en route. Vous avez la parole, Monsieur Lenis. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie donc d'excuser l'absence de Jean-Pierre qui souffrant et ne pouvait pas prendre l'avion ce matin. C'est avec un grand plaisir que nous venons chaque année à ce rendez-vous qui oscille à la fois entre, ça pourrait être à un moment donné la désespérance et l'espoir. Je veux dire, quand on voit les interventions de Nicolas Marie et Thierry Langlois, on voit que le parcours du combattant continue toujours. Et puis quand on voit nos amis d'Accept.com, on voit aussi qu'il y a des levées d'espérance et qu'il faut effectivement continuer à aller de l'avant pour autant. Voilà. Donc nous représentons les Cap Emploi qui dorénavant auront au 1er janvier 2018 Cap Emploi et la mission aussi donc de l'accès à l'emploi, de suivi dans l'emploi et de maintien dans l'emploi, et qui pourront peut-être là aussi faciliter un peu plus en termes de visibilité pour les personnes handicapées et les employeurs, l'accompagnement des personnes et les modalités de recrutement et de maintien dans l'emploi. Alors j'ai essayé de faire, c'est effectivement assez rapidement, un tout petit point sur les 3 dernières années. Alors pour rappeler, donc, Cap Emploi sont financés par la GFIP, le FIPH, FP et Pôle Emploi. Ça fonctionne suivant un système où 77 500 personnes sont orientées par Pôle Emploi vers Cap Emploi. Ce qui fait qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près 180 000 personnes en fichier Cap Emploi. Mais malheureusement, on compte 500 000 demandeurs d'emploi handicapés dans les fichiers de Pôle emploi. Donc c'est à peu près 25-27%. Sur l'année 2016, donc sur les 180 000, 70 000 personnes ont bénéficié d'un service qui s'appelle au niveau du Cap Emploi, donc service de définition d'un projet de formation et de mise en œuvre d'un projet de formation. Sur ces 60 à peu près 10 000 personnes, on a 15 300 qui en fait ont intégré une formation préqualifiante ou de remise à niveau et plus de 23 500 qui sont rentrés en formation qualifiante ou professionnalisante. Donc effectivement, on voit qu'il y a un certain accès à la formation parce que là encore, il faudrait rajouter effectivement les chiffres propres à Pôle emploi, mais ça montre bien qu'il y a malgré tout un accès des personnes en situation de handicap
à des formations, y compris des formations qualifiantes. Sachant que, on l'a dit tout à l'heure, c'est un véritable enjeu, puisque malgré tout, le niveau de formation des personnes en situation de handicap reste inférieur au niveau de formation moyen, puisqu'on reste encore à plus de 80% de niveau inférieur au baccalauréat. Même si on sent là aussi une légère montée des personnes qui ont le bac un peu plus. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Généralement, l'ensemble des formations sont de droit commun. On a les formations financées purement à GFIP de l'ordre de 9 à 11%. Pour autant, comme aussi il a été dit, la GFIP et le FIP abondent sur des formations de droit commun le financement de places. Ce qui pose effectivement, on le comprend bien, un souci, puisque là, on est sur des achats de places, alors qu'on ne devrait pas, normalement, dans une société inclusive, faire qu'on doive acheter des places pour des personnes en situation de handicap. Par contre, que les fonds, effectivement, soient mobilisés pour les adaptations nécessaires, là, ça se conçoit, effectivement. Ce qu'on peut dire aussi, puisqu'on a parlé du conseil en évolution professionnelle, sur 2016, il y a eu 28 764 conseils en évolution professionnelle délivrés, qui étaient délivrés, là pour le coup, pour des personnes en situation de handicap, mais demandeurs d'emploi. À partir du 1er janvier 2018, le conseil en évolution professionnelle pourra être aussi délivré pour des salariés en situation handicapée, y compris par les Cap Emploi et aussi par, bien entendu, tous les opérateurs du CEP. Ce qu'on peut dire, malgré tout, même si on constate un nombre intéressant de personnes qui accèdent à la formation, pour autant, près de la moitié n'y accèdent pas. Et donc, c'est là où, effectivement, il y a un véritable problème. Donc, on va essayer de notre côté, de fouiller un peu plus à travers un certain fléchage, de voir les raisons objectives qui font que ces personnes ne rentrent pas en formation alors qu'elles sont volontaires pour y rentrer. Mais on voit bien d'ores et déjà que la question de l'accessibilité au niveau de la formation, qui est le sujet là, ici présent, se pose réellement. On a un vrai problème concernant les adaptations, même si le Code du travail l'indique. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, c'est d'aller de façon extrêmement précise dans l'élaboration des cahiers des charges pour les achats de formation, qu'on puisse effectivement détailler par rapport aux adaptations qui peuvent être prises en compte. On a des formations qui se déroulent quasiment toutes à temps plein. Or, je veux dire, une très large majorité des personnes en situation de handicap ne sont en capacité qu'à travailler à temps partiel. Eh bien, ces aménagements-là, malheureusement, ils n'existent pas. On voit bien qu'aussi sur les questions d'aménagement, de rythme de travail, que ce soit par rapport à des personnes qui sont atteintes de dyslexie, que ce soit par rapport à des personnes atteintes de déficience psychique, où on peut ne pas travailler ou pas être en forme pour travailler le matin ou apprendre le matin, eh bien, ces modalités-là ne sont pas réellement prises en compte. Et que quand vous avez 50 personnes qui postulent sur un stage où il n'y a que 15 stagiaires retenus, que vous savez qu'aussi au bout du compte, on va vous évaluer si, en tant qu'organisme de formation, si au bout de 6 mois, que sont devenus vos 15 stagiaires, s'ils sont effectivement en emploi ou pas en emploi, eh bien, même avec la réglementation actuelle, vous dites est-ce que je prends des risques ou pas de risques. Voilà. Et ça, c'est un vrai souci. On a le comité interministériel du handicap qui s'est tenu au mois de septembre, qui dit très clairement qu'il veut qu'au bout des 5 ans,
qu'il y ait une réduction du taux de chômage des personnes handicapées qui puisse avoisiner le taux de chômage des valides. Eh bien, dans ces cas-là, ça suppose que nécessairement, je dis bien nécessairement, on ait effectivement une entrée beaucoup plus forte aujourd'hui des personnes en situation de handicap dans les centres de formation. S'il n'y a pas un taux indicateur qui effectivement prévaut dans ce cas-là, je ne vois pas effectivement comment on changera la situation. On a vu qu'effectivement, quand il y a une offre de formation avec le plan 500 000, même avec tous les défauts qu'il a pu avoir, il a permis qu'effectivement, cette offre de formation étant extrêmement importante, de pouvoir favoriser de façon plus importante l'entrée des personnes en formation, des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a le plan investissement compétences. Je pense qu'il faut effectivement, y compris vous, en tant que militants syndicaux, vous faisiez aussi de l'entrée en formation des personnes en situation de handicap est vraiment une question essentielle. Cela suppose qu'effectivement, au niveau notamment, là où vous siégez, dans les CREFOP, tout comme que ce soit à GFIP, que ce soit au niveau des Cap Emploi, on puisse se coordonner, on puisse discuter ensemble de la question de la formation des personnes en situation de handicap et qu'elle puisse effectivement être prise en compte après au niveau de la région. Je pense qu'aussi dans les aménagements de formation, on peut aller certainement beaucoup plus à développer la formation à distance ou l'enseignement à distance. Après, il y a la question malgré tout des financements et de la question de la rémunération. On a parlé effectivement du contrat d'apprentissage et des apprentis. Monsieur Desjardins a bien évoqué la compensation faite par le FIPHFP sur la prise en charge de la rémunération des apprentis. Mais aujourd'hui, quand vous êtes apprenti, quand vous êtes personne en situation de handicap, vous n'êtes pas limité au niveau de l'âge concernant l'apprentissage. Sauf qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, au niveau du public, on a 40% qui ont plus de 50 ans. Si on veut développer effectivement l'apprentissage sur cette fraction de public-là, d'une part, il faut, de notre point de vue, qu'on ait effectivement des pré-formations, des temps de formation préalables qui redonnent de l'appétence, qui redonnent aussi à ces personnes le fait de se dire j'ai une deuxième partie de carrière ou une fin de carrière à assurer parce que la retraite sera difficile à l'avoir sûrement à 60 ans. Voilà. Et donc la question de la rémunération, elle est vraiment importante. Elle est aussi extrêmement importante parce que même si ça touche tout apprenti de droit commun, elle est forcément renforcée lorsque vous avez un centre d'apprentissage qui a plus de 100 km, que ce soit en termes de mobilité, mais que ce soit aussi en termes de logement. Donc ce sont des frais qui sont inhérents et qui font qu'effectivement rendent beaucoup plus compliqué l'accès à la formation. Merci beaucoup. Donc moi je pense qu'on peut applaudir aussi, effectivement. Je retiens peut-être deux choses essentielles dans votre propos, parmi tout ce qui était intéressant que vous avez évoqué, qu'il faut préciser dans les achats de formation qu'il y a besoin qu'il y ait de l'adaptation au handicap. Ça, c'est un élément pour ceux qui achètent de la formation. Et d'autre part, qu'un taux indicateur serait souhaitable dans les résultats, dans les évaluations qu'on fait, parce que sans ça, c'est noyé dans la masse et du coup, il n'y a pas d'entrée qui se font. On va maintenant donner la parole à Frédéric Masset, qui est un de nos camarades, mais qui a aussi qui va nous faire part de son témoignage, mais qui a fait l'objet de 2 reconversions dans sa vie professionnelle déjà, et qui aujourd'hui est passé de l'autre côté presque, puisque, il ne faut pas le dire, non, je ne dis pas. Donc, mais en tout cas, qui a utilisé les services de la GFIP et qui a pu se former grâce à la GFIP. Je t'en prie, tu as la parole, Frédéric. Bonjour. Ça marche. Bonjour tout le monde. Christophe m'a demandé de préparer un petit peu mon témoignage. Il m'a dit essaye de mettre des grandes phrases, 2-3 phrases sur une feuille de papier. Voilà ce que ça a donné. J'ai essayé de vous faire un résumé
Et j'ai trouvé ma petite phrase d'introduction pendant cette table ronde. Et je commencerai par « Si aujourd'hui je suis en emploi, c'est grâce à mon parcours de formation. » J'ai exploité la GFIP, l'AFPA, Cap Emploi, le FIPPPH et le Greta qui n'est pas là. Je vais essayer de faire court et je vais essayer surtout de dérouler mon parcours professionnel de formation qui commence en 86 après un petit accident qui m'a permis de perdre un bras. Et donc en 86, j'obtiens un CAP, un BEP, vente, ma première conversion parce que je devais normalement me diriger vers des études d'électronique. Ça n'a pas été possible, donc on va vers la vente. Donc à 19 ans, je suis diplômé d'un niveau 5, qui est quand même assez important. Donc je vais de petit contrat en petit contrat, je bosse à droite, à gauche, là où on peut me donner un peu de boulot. Et à 23 ans, je me dis ça suffit d'aller vers ces petits contrats là qui ne m'apportent pas grand-chose. Et je décide de passer un bac pro en alternance, toujours dans la vente, mais avec le Greta. Donc je suis cette formation pendant 2 ans, j'obtiens mon bac à 25 ans quand même, et je vais vers la vente, et je vais vers la vente dans l'informatique, parce que l'informatique à l'époque commence un peu aussi à me passionner, donc c'était en 87-90, donc on était déjà sur les ordinateurs à cassette pour ceux qui ont connu. Et en 97, la vente devient un peu plus difficile avec mon handicap. Et première ou deuxième reconversion, je ne sais pas exactement. Et là, je ne suis pas accompagné par Cap Emploi parce que vous n'existez pas encore en 97. Donc je suis accompagné par la NPE de l'époque et les SOP. Donc je suis tout le parcours et je vais en formation sur un CRP. Donc un centre de rééducation professionnelle auquel je me forme pendant 1 an au métier de technicien assistant des utilisateurs de l'informatique. Donc 97, j'obtiens mon diplôme et là je m'en vais travailler pendant une dizaine d'années dans les SS2I pour exercer ce métier. 2008 intervient un licenciement. Et là, je me reconvertis une nouvelle fois parce que l'informatique, ça commence un peu à me barber et je sens bien que j'ai une fibre un peu plus humaine qui m'intéresse et que visiblement, il va falloir que j'aille exploiter. Donc, je vais voir Pôle emploi parce que je suis demandeur d'emploi quand même aussi. Et je vais aussi voir Cap Emploi et qui m'accompagne dans cette reconversion. Et je fais une rencontre, je rencontre M. Serin, qui était à l'époque DG de Cap Emploi, et qui, au vu de ce que je lui expose, me préconise une formation que je vais citer après. Donc tout le parcours, l'EPSOP, psycho du travail, ainsi de suite. Cap Emploi donc, valide ce parcours de reconversion professionnelle. Et là, il faut aller se former. Et donc, il existe donc pour cette formation, je vais citer donc conseiller en insertion professionnelle, elle se dispense auprès de l'AFPA. Et donc, on me dit donc en 2009, écoutez, vous allez pouvoir être formé en 2011. Je dis, attendez, 2 ans, dans 2 ans, je ne sais même pas où je sais pas ce que j'ai envie de faire, et c'est hors de question. Donc, ma chère conseillère regarde là où il y a des places de disponibles. Donc, il y en avait une à Lyon, une à Nice et une à Clermont-Ferrand. Je dis, ouais, vous êtes gentil, mais j'ai quand même femme, enfant auprès de moi, ou auprès d'eux, et ça va être compliqué. Donc, il faut réfléchir vite si je m'en vais dans l'un de ces 3 centres. Donc, je les contacte. Il y en a un qui peut m'intéresser, c'est celui de Clermont-Ferrand. Parce qu'il y a de l'hébergement aussi, parce qu'il faut quand même partir un petit peu de temps. J'en discute avec madame, 24 heures après, c'est décidé, je pars. Mais il ne suffit pas de partir, donc je me suis dit, je vais pouvoir revenir quand même régulièrement. Et là, on me dit, écoutez, c'est simple, dans les 10 mois de formation, vous avez le droit à un aller-retour pour revenir voir votre famille. Ça va être compliqué, là. Eh bien, à l'issue d'une rencontre aussi, là je rencontre Pierre Blanc, si je ne me trompe pas à l'époque, donc le directeur ou président de la GFIP, je lui expose ma difficulté,
Et là, on monte en fin de compte un dispositif qui me permet en fin de compte de pouvoir me reconvertir, de pouvoir voir ma famille, parce qu'il faut quand même garder ses liens familiaux avec ses enfants et ainsi de suite. Et là, la GFIP me permet, en tout cas m'accompagne dans ce projet de formation en m'aidant à pouvoir prendre les transports, donc à financer ces allers-retours qui étaient impossibles de financer, surtout avec Clermont-Ferrand, quoi. Donc j'utilise donc l'AFPA, la GFIP, Cap Emploi, et 2010, j'obtiens mon diplôme donc, de conseiller d'insertion professionnelle. Et depuis, j'interviens, j'ai été référent PLI pour une communauté de communes. Aujourd'hui, j'ai basculé du privé au public, donc je suis devenu fonctionnaire depuis 3 ans, si je ne me trompe pas. Et il fallait aménager mon poste. Donc le FIP-PPH arrive. Et là, on a réussi à aménager mon poste au bout de 2 ans quand même de tractation, d'échanges avec le médecin de préventeur et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas faire part de toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je pense qu'on entend souvent toutes les difficultés que l'on a. Et moi, j'avais envie de positiver ce parcours. J'avais envie de dire aussi qu'il faut être acteur de son parcours, valider son projet professionnel. Il faut être aussi accompagné par des professionnels. Ce que je fais aujourd'hui depuis maintenant 6 ans, j'accompagne maintenant mes bénéficiaires. Donc toute l'ingénierie de parcours dont vous avez parlé me parle. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément sur cette table ronde que je vais pouvoir en parler, mais peut-être sur une prochaine. J'ai envie de dire aussi qu'est-ce que j'ai noté ? Que la formation, faut se former pour son insertion professionnelle. Il ne faut pas attendre qu'on vous propose ou que la personne en situation porteur de handicap vienne qu'on lui propose. Il faut qu'elle soit acteur de son parcours. Quand on veut lui fermer des portes, il faut qu'elle arrive à les ouvrir aussi. Moi, il y a beaucoup de portes qui ont été fermées, mais que j'ai ouvertes. Et grâce à l'aide de tous ceux qui sont présents ici, et j'ai surtout envie de dire... Aujourd'hui, on a des difficultés par rapport à l'emploi. Thierry l'a très bien souligné par rapport à cette société. Et je crois que la grande force aujourd'hui, ce sont tous ceux qui sont aujourd'hui scolarisés. Donc, nos très jeunes, et qui demain seront dans certaines fonctions, et pour lesquelles le handicap, en fin de compte, pour eux ne sera plus une barrière, parce qu'ils auront été éduqués avec les personnes porteurs de handicap, leurs petits camarades. Et je pense que l'avenir, c'est celui, enfin, en tous les cas, pour moi, je pense que c'est vraiment celui-ci. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Comme tu le disais, ce que tu as démontré, et c'était valable pour Thierry aussi, c'est que les choses existent, mais s'il n'y a pas ta volonté d'y arriver, la volonté que les portes s'ouvrent, de mettre le pied dans la porte, elles ne s'ouvrent pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment cet acte-là. Par contre, effectivement, chacun a joué son rôle, et donc la notion de parcours, de co-construction qu'on évoquait de façon un peu technocratique tout à l'heure, c'est pas un reproche, mais voilà, on est ce qu'on est. Toi, tu l'as vécu puisque tu as su activer, et tu as fait les rencontres au bon moment qu'il fallait pour que ça puisse se dérouler de façon positive, puisque c'est une expérience extrêmement positive que tu nous décris. C'est cela, et je pense qu'elle ne s'arrêtera pas là aujourd'hui. La difficulté de demain, c'est de pouvoir... moi, je souhaite me spécialiser aussi quand même en tant que référent handicap. Et aujourd'hui, j'essaye d'accéder à la formation, qui ne part peut-être pas, mais sur le CNFPT. Sauf que ça fait déjà 3 ans qu'elle est annulée pour manque de candidature sur cette formation. Et là, c'est une vraie difficulté, mais alors laquelle je ne sais pas comment je vais la surmonter, mais je vais voir comment je vais trouver un autre chemin pour pouvoir, en fin de compte, aller vers cette spécificité. Le métier de CEP aussi est quand même très intéressant que j'ai découvert. Enfin voilà. En tout cas, les outils, ils existent. Ils ne sont pas forcément toujours faciles à connaître, et c'est pour cela qu'il faut aussi avoir affaire, je dirais, à des conseillers qui maîtrisent ces outils, qui en ont connaissance et qui savent aussi les mettre en œuvre. Et moi, j'ai rencontré ces bonnes personnes aussi au bon moment. Super. J'ai déjà un certain nombre de questions. Alors, il y en a qui appellent des réponses plutôt courtes, et je vais vous demander les uns et les autres, si vous le voulez bien, d'essayer qu'on fasse court pour en répondre au maximum. Alors, une question déjà toute simple. Pourquoi Cap Emploi n'accompagne pas les fonctionnaires handicapés ? Monsieur Desjardins, peut-être ? Ou Monsieur le ministre ?
La réponse, c'est si. Si Cap Emploi, voilà, dans le cadre déjà Cap Emploi accompagne vers l'emploi et vers l'emploi dans la fonction publique des personnes en situation de handicap. Et demain, dans le cadre de la réforme des organismes de placement spécialisés, donc à partir du 1er janvier 2018, il y a un ensemble OPS qui comprend à la fois l'aspect recrutement, l'aspect suivi dans l'emploi et l'aspect maintien dans l'emploi, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc, effectivement, ça sera également pour la fonction publique. Je pense que Gilles peut peut-être compléter ma réponse. Simplement précisons, effectivement, en fait, dans le cadre des déplacements, on est arrivé, on fait à peu près 80 000 placements à l'année. On était de l'ordre de 25% dans le secteur public, 75% dans le secteur privé. Sauf que dans le secteur public, sur les 25%, énormément étaient dans le cadre de contrats aidés. Voilà, j'en dis pas plus. Merci pour ces informations. Alors, une question assez pratique. Non, on ne prend pas... Pardon, non. Vous faites remonter les questions, s'il vous plaît. On ne peut pas y arriver. Eh bien, c'est la réponse de monsieur. Comment accéder à Cap Emploi lorsqu'on est fonctionnaire? On vous l'a dit, le Cap Emploi prend des fonctionnaires. C'est la réponse que j'ai entendue. On reviendra. Je vous propose que vous remontiez l'information via Anne tout à l'heure et on en rediscutera ensuite. Cela, ça rentre dans le cas particulier. Il y a certainement quelque chose qui n'a pas collé comme on aurait voulu que ça colle. J'ai une question alors, très précise. Une salariée reconnue RQTH qui souhaite accéder à l'essentielle connaissance, c'est la connaissance de la lecture. Quelle solution pour elle? Est-ce qu'il existe des bilans pour une adaptation, pour une formation sur mesure? Donc, pour accéder à la connaissance de la lecture, je pense que c'est une formation à l'illettrisme, si j'ai bien compris la question. Oui, alors l'AFPA n'est pas spécialiste des formations qui luttent contre l'illettrisme, mais il y a des organismes de formation qui sont très compétents sur le sujet. Et forcément, ces organismes de formation font des bilans pour individualiser le parcours, bien sûr. Voilà, et puis il y a un site qui est celui de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui fait les relais. Et je pense qu'on peut s'y reporter avec beaucoup d'intérêt. Alors, une autre question un petit peu transverse. Comment accéder à une formation AFPA lorsque l'on est fonctionnaire handicapé? Par où on prend le problème? Est-ce que si je suis fonctionnaire handicapé, je vais directement à l'AFPA, je vais voir Monsieur Desjardins, je vais voir un conseiller? C'est quoi le meilleur point de départ? Alors, l'AFPA, tout le monde peut y accéder. Après, c'est effectivement le financement et en fait, toute la tuyauterie financière qu'il faut. Donc, moi, je préconise, à l'AFPA, on renverra vers les financeurs qui sont les mieux positionnés pour pouvoir informer le bénéficiaire. Mais à l'AFPA, on va donner l'information et aiguiller la personne le plus possible, voire avoir des premiers éléments de réponse, bien entendu. Donc là, effectivement, alors nous fonctionnons au niveau du FIP avec les employeurs. Donc la personne doit déjà effectivement en parler avec son employeur et c'est l'employeur effectivement qui doit voir le type de formation. Si effectivement vous arrivez à rentrer dans un mur, si vous n'avez pas de réponse, écoutez, je m'en occuperai et j'essaierai effectivement de régler la question. Mais normalement, voilà, ça se passe comme ça. Et ensuite, on rentre dans les différentes catégories de formation que j'ai évoquées tout à l'heure, qui correspondent à des cas différents, à des cycles différents. Et il y a aussi des formations, d'ailleurs, que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour le collectif de travail, ce qui est important aussi, pour que les gens accueillent les personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions. Alors j'ai une autre question, celle-là très, très technique, qui concerne l'outil informatique et la formation ouverte à distance. On disait tout à l'heure à juste titre qu'il y avait plusieurs modes maintenant d'apprentissage et que la formation, ce n'était pas toujours du présentiel et collective. Donc sur la formation ouverte à distance, quels outils pour les déficients auditifs? Est-ce qu'il y a des outils qui existent justement pour que cette formation ouverte à distance soit aussi accessible aux personnes déficientes auditives? À votre connaissance, bien évidemment. Alors, je ne sais pas, Madame Dartois. Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'une partie de ma famille est sourde. Et c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas vraiment développé en termes de formation. En tout cas, en ce qui concerne l'AFPA, je ne pourrais pas parler pour les autres, mais on n'a pas aujourd'hui d'outils à distance spécifiques, ou voire même
travailler en langue des signes. On commence à s'y intéresser pour d'autres raisons, mais je pense qu'il y a un vrai déficit pour les personnes qui souffrent de surdité. Donc là, c'est pas encourageant, il y a du travail à faire. Donc. Mais bon, il faut aussi déjà cerner les problèmes avant de pouvoir les résoudre. Alors j'ai beaucoup de questions pour Monsieur Desjardins. On fera une table ronde avec Monsieur Desjardins tout seul l'année prochaine, je pense. On évoquait tout à l'heure la question de la formation pendant les arrêts maladie, mais là la question c'est comment on fait pour accéder à la formation pour les personnes mises en disponibilité. Vous avez des éléments sur ce point-là ? Là, ce sont des personnes qui sortent du dispositif de la fonction publique, donc je crois que là, il n'y a pas de possibilité. Enfin, je ne suis pas complètement sûr de ma réponse. En revanche, donc sur l'arrêt maladie, sur l'arrêt maladie, il y a un débat clair qui est est-ce qu'on peut permettre à une personne en situation de handicap, en arrêt maladie, qui le souhaite, de suivre une formation. Donc il y a effectivement, moi ma position c'est si elle le souhaite, il faut mieux qu'elle fasse sa formation le plus tôt possible parce qu'on sait que le temps joue contre et qu'elle se déqualifie avec le temps. Et puis il y a d'autre part d'autres personnes qui disent oui mais il ne faut pas que ça soit un moyen pour l'employeur de forcer la personne en arrêt maladie à travailler. Donc il y a ce débat et pour l'instant je crois qu'il y a un vide juridique puisque je crois qu'il y a une ordonnance du 19 janvier 2017 qui attend son décret d'application et que ce décret d'application, si j'ai bien compris, a été débattu avec les organisations syndicales avec des avis, je pense, assez différents selon les uns et les autres. Et voilà, donc nous sommes en attente et c'est pour nous effectivement, nous avons beaucoup de questions là-dessus, beaucoup de demandes à laquelle pour l'instant on n'a pas encore pu répondre. Alors j'ai une dernière question qui vous concerne, ne posez pas votre micro. Décret de juin 2016, comment un agent peut-il demander votre intervention ? Alors effectivement, le principe du FIP, c'est qu'on passe par l'employeur. Néanmoins, il a été posé effectivement par la loi, que la loi Paul Blanc de 2011, qu'on pourrait saisir directement le FIP. Alors il y a un décret d'application qui a été pris en 2016, et ce décret d'application est en fait assez restrictif, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'on peut saisir le FIP quand il s'agit d'une question de formation professionnelle, quand il s'agit d'une question d'aménagement du poste de travail ou quand il s'agit d'une question d'accompagnement de la personne pour les actes professionnels et les actes de la vie quotidienne. Dans les autres cas, quand il concerne par exemple les prothèses auditives, ce n'est pas possible. Voilà, donc il y a 3 cas, c'est marqué sur le site internet du FIP, il y a 3 cas dans lesquels on peut saisir directement le FIP, et à ce moment-là, nous nous mettons en relation avec l'employeur pour le demander effectivement ce qu'il compte faire pour la personne. Alors, quand on en arrive là, c'est généralement qu'il y a une difficulté, ça veut dire que l'employeur n'a pas accepté la demande de la personne en situation de handicap, et ce qu'on espère, c'est que ça puisse déboucher sur je dirais, c'est pas vraiment une médiation parce que nous n'avons pas le droit de réaliser une médiation, mais disons que l'employeur va regarder les choses un peu différemment s'il sait qu'effectivement le FIP est concerné. Et si on arrive ensuite sur un blocage total, eh bien là c'est le défenseur des droits, puisque effectivement il peut y avoir discrimination et à ce moment-là il faut saisir le défenseur des droits. Je vous remercie. Normalement, il nous reste plus de temps, mais néanmoins, on va quand même refaire un petit tour, si vous le voulez bien, pour le mot de la fin, peut-être le mot essentiel qu'on n'aurait pas cité. Madame Nartois, je vous en prie. Oui, moi, je voulais juste, pour conclure, rebondir sur le parcours de M. Massé. Je trouve qu'il est intéressant à 2 niveaux. C'est qu'on voit bien qu'on a pris en charge votre singularité, la globalité de vos besoins. Je crois qu'un organisme de formation de demain, c'est un organisme de formation qui sait prendre en charge la singularité et le besoin des personnes. Et dans votre parcours, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on voit bien la dimension conseil. Sans le conseil, peut-être, que vous avez trouvé, que vous avez cherché, mais que vous avez trouvé finalement, peut-être que les choses se seraient faites encore plus difficilement. Et ce conseil-là et ce parcours-là, on voit bien que c'est une multiplicité d'expertise. Alors je rebondis, mais c'est un peu mon dada, c'est que tout seul on ne peut rien, qu'on construire c'est exigeant. Et il faut, pour qu'on réussisse à prendre en compte la singularité et amener les personnes dans des parcours de réussite, il faut quelquefois oublier ses intérêts structurels. Voilà. Merci.
Frédéric, peut-être, es-tu d'accord? Ah mais complètement. C'est dommage, on n'a pas forcément trop de temps, mais oui, l'AFPA s'est aussi adapté dans cette formation. Il a fallu que j'aille chercher l'information, il a fallu que qu'on se batte, oui. Mais j'ai eu affaire aussi à des professionnels en face de moi avec qui, aujourd'hui, je le ressens avec mes bénéficiaires, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi créer cette motivation, être acteur de ce parcours. Alors peut-être que moi j'ai su être acteur de mon parcours, mais mes partenaires d'aujourd'hui ont su aussi m'accompagner. C'est une histoire qui se joue à plusieurs, si j'ai bien compris. Monsieur Lenys, vous avez le micro, je vous en prie. Oui, au-delà simplement de ce que vous avez indiqué, je pense qu'il faut se mobiliser tous ensemble au sein des CREFOP pour que l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap soit une question retenue, débattue, vraiment au niveau des conseils régionaux. Merci. Monsieur Desjardins, vous avez été beaucoup sollicité, néanmoins. Le mot de la fin? J'ai juste un mot à dire, c'est sur l'importance des correspondants et des référents handicap, en tout cas dans les administrations, et je pense que c'est aussi la même chose dans les entreprises, parce qu'on a des dispositifs, et puis derrière, ce sont des femmes et des hommes qui les font marcher, et qui les font plus ou moins bien marcher. Donc c'est vraiment sur eux que repose l'efficacité de nos dispositifs, et on voit qu'effectivement, il y a des questions auxquelles, effectivement, il y a une distorsion entre les dispositifs qui existent et puis le ressenti de la personne qui n'arrive pas à l'activer. Ça, c'est effectivement la mobilisation et la structuration des administrations avec des référents handicap. Pour nous, c'est l'élément le plus important de ce qu'on a réalisé au cours des 10 dernières années. Merci. Monsieur Sartier, je vous en prie. Je redonnerai la parole à un instant, Frédéric. Juste pour rebondir sur nos enjeux de demain, qui sont certainement aussi tournés quand même sur tous les handicaps cognitifs et handicaps psychiques qui représentent une part très importante de nos populations, et surtout quand on parle de formation, et qu'on a vraiment besoin de développer des nouvelles ingénieries pédagogiques pour ces personnes, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et qu'il ne faut pas simplement penser aux handicaps sensoriels, handicaps moteurs, mais aussi à ce handicap-là, surtout quand on parle de formation. Merci. Alors, Frédéric, le dernier mot de la fin. Vraiment le dernier. Monsieur Desjardins, aujourd'hui, si moi j'ai mon poste a pu être aménagé, aujourd'hui il n'y a pas forcément un référent handicap dans la commune où je travaille, qui est quand même assez grande, il y a 30 000 habitants. Je crois qu'il faut... C'est compliqué, enfin, quand il a fallu que j'aille leur apporter la solution au RH. Et c'est vrai que ce référent handicap, moi, en tous les cas, dans cette commune, m'a manqué. Et je pense qu'il doit, peut-être en tous les cas, dans certaines communes ou dans certaines fonctions territoriales, peut-être aussi être manquant, quoi. Bien, c'est une partie qui se joue à plusieurs, je crois qu'on l'a bien compris. Merci, mesdames et messieurs. Merci, je crois qu'on peut les applaudir.